Les Mongols adorent leurs chevaux. C'est même l'un des stéréotypes les plus répandus sur les Mongols, le mieux ancré, c'est qu'ils adorent leurs chevaux. Alors, ils les entourent de tous leurs soins, évidemment. Ils les laissent même en liberté, dans la steppe, la plupart du temps, entre les moments où ils les récupèrent pour leur demander de travailler. Quand ils viennent les récupérer, vous avez peut-être déjà vu ça, ils viennent avec des longues perches lasso et à cheval, ils les poursuivent pour attraper les chevaux dont ils ont besoin. C'est d'ailleurs un travail en soi, parce que entre ces longs moments de liberté, pendant ces longs moments de liberté, les chevaux ont le temps de se réensauvager et de se déshabituer du contact humain. Donc c'est toujours un travail de les réhabituer après ces longs moments de liberté. Donc les Mongols adorent leurs chevaux parce que, déjà, ce sont des montures incomparables. Alors bien sûr, aujourd'hui, une part toujours plus grande de la population vient se masser dans les villes, travailler dans les mines d'or ou de cuivre. C'est les mines d'or et de cuivre qui attirent les capitaux étrangers dans le pays, et donc de moins en moins de personnes en Mongolie, aujourd'hui, mènent la vie de pasteurs nomades. De moins en moins de personnes font transhumer les moutons, les chèvres, les yaks, les chameaux, à travers les steppes et les montagnes du pays. C'est un pays qui fait quand même 3 fois la France dans la superficie. Et donc, pour ces citadins, le cheval garde une importance qui n'est que symbolique. Il reste l'objet d'un attachement nostalgique, mais il est remplacé au quotidien par la voiture, la moto ou le camion. Mais pour ceux qui continuent de mener la vie de pasteurs nomades, en revanche, le cheval, c'est indéniablement un allié indispensable. Déjà, parce qu'il sait trouver sa nourriture en toute saison. Il sait même casser la glace avec ses sabots pour aller chercher l'herbe enfouie sous la neige. Il est rapide, il est endurant, il peut conduire son cavalier sous le soleil de plomb de la steppe par 35 degrés, il peut conduire son cavalier à travers la tempête par moins 35 dans les montagnes. Bref, c'est un allié indispensable, un véhicule hors pair. Les enfants, d'ailleurs, apprennent à monter à cheval dès leur plus jeune âge, pas longtemps après qu'ils ont appris à marcher. On voit des tout petits bouts de chou sur leur cheval, déjà, monter bien mieux que moi, en tout cas. Alors, sans craindre d'exagérer, on pourrait dire, même en Mongolie, ou du moins que les chevaux, ou du moins certains chevaux, sont considérés et traités comme des personnes. C'est le cas, en particulier, des chevaux de course. On considère qu'ils sont doués d'intelligence, on se fait photographier avec eux, vous avez vu plusieurs photos, c'est pas celle-ci en ce moment, mais on fait des portraits avec son cheval. J'ai même vu des photos de cheval dans les albums de famille des personnes. On expose les photos de ces chevaux à côté des photos de la grand-mère et de ses enfants. Et aussi, quand ils meurent, certains chevaux, on ne laisse pas juste ces restes se décomposer au soleil, comme la plupart des autres animaux. Certains chevaux, ceux qu'on apprécie particulièrement, on récupère leur crâne et on va le déposer au sommet des montagnes, à l'endroit, c'est-à-dire pas n'importe comment, et par signe de respect. Donc, si les Mongols aiment tant leurs chevaux, c'est pas parce qu'ils sont juste des véhicules commodes, c'est parce qu'ils sont des véritables compagnons pour les éleveurs. Et si ce sont des compagnons, c'est bien sûr grâce à leurs facultés physiques particulières, parce qu'ils sont endurants, habiles, etc., vifs, mais pas seulement. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Si les chevaux sont des compagnons si indispensables, c'est aussi qu'ils peuvent percevoir des choses qui échappent, la plupart du temps, à la vue de leur cavalier. Ces choses, ce sont les âmes, les fantômes, les esprits qui sont censés animer ou hanter la steppe. Les Mongols regroupent toutes ces choses sous un terme, ils appellent ça des choses invisibles. Alors s'ils disent que c'est invisible, c'est pas que personne ne les voit jamais, justement, parce que sinon personne s'en soucierait trop, mais parce que, justement, personne ne perçoit leur présence de la même manière, ni au même moment. Et donc, ces chevaux, contrairement aux cavaliers, ressentent la présence des choses invisibles. J'insiste sur le terme « ressentent », parce qu'en effet, si les chevaux sont censés capables de percevoir les choses invisibles, c'est pas parce qu'ils les voient, c'est même pas parce qu'ils les entendent, mais parce que ces choses agissent par leur présence sur la chair des animaux. Les fantômes, si vous voulez, ou les esprits, se manifestent un petit peu comme des courants électriques en Mongolie. Déjà, quand vous tombez nez à nez sur un fantôme, vous ressentez un choc
qui s'apparente à un choc électrique. Vous faites un frisson, vous sursautez, et vous êtes un petit peu tétanisé. C'est assez dangereux d'ailleurs, on dit que ce genre de choc peut avoir pour conséquence que votre âme s'échappe, c'est-à-dire que vous ne soyez pas seulement tétanisé un instant, mais que vous tombiez dans une espèce d'état d'apoplexie, et que vous finissiez par dépérir et par mourir. Dans ces cas-là, il faut rappeler votre âme, il y a tout un tas de rituels pour ça. Si ça vous arrive, vous pourrez me voir, mais je ne vais pas parler trop de ça aujourd'hui. Mais aussi, donc, comme un courant électrique, les choses invisibles produisent une sorte de magnétisme. Un magnétisme qui s'accroît à mesure que vous vous approchez de la source de l'esprit. Et c'est justement ce magnétisme auquel la chair des chevaux est sensible. Le cavalier, lui, ne ressent rien. Donc, c'est utile, parce que pour éviter justement le choc électrique, le choc tétanisant, dangereux, que vous pouvez subir en fait, en tombant nez à nez avec un fantôme, il vaut mieux avoir un cheval qui sera sensible au magnétisme de ce fantôme, à la présence de ce fantôme, avant que vous entriez directement en contact avec elle. Donc le cheval, il est avant tout utile, pas seulement utile comme véhicule, mais aussi comme détecteur, comme capteur. Il peut capter ce qui échappe à la vue de son cavalier avant que les conséquences ne deviennent trop catastrophiques. Donc, comment les chevaux réagissent à la présence des invisibles? Je vous ai dit qu'ils réagissaient dans leur chair. En effet, les chevaux tremblent. Ils tremblent quand une âme passe furtivement à côté d'eux. Vous avez tous côtoyé des chevaux, j'imagine. Vous avez remarqué cette manière particulière dont la peau des chevaux, quelquefois, tressaille, au garrot ou alors sur le ventre, quand il y a une mouche en général. Quand un cheval tressaille, mais qu'il n'y a pas de mouche, les Mongols suspectent un fantôme. Mais il y a des histoires plus inquiétantes qui mettent en scène des réactions un petit peu plus vives de la part des chevaux. Je vais vous raconter par exemple l'histoire d'un chasseur qui m'a raconté, pas à moi en fait, il l'a raconté à sa fille, qui me l'a raconté à moi, qu'il avait passé une très mauvaise nuit à un moment, quand il était parti chasser dans les montagnes, chasser à la marmotte, et qu'il s'était retrouvé tout seul. Ses compagnons de chasse lui avaient fait faux bond au dernier moment, et donc il s'était retrouvé tout seul dans la steppe. C'est jamais une expérience très agréable. Les hommes virils en Mongolie se font une fierté de ne pas être dérangés par ça, mais au fond d'eux, ils préfèrent toujours être accompagnés. Donc il avait fait un feu pour se réchauffer, pour se ravigorer, et il a commencé à entendre des voix qui s'approchaient dans une langue qu'il ne comprenait pas. Alors au début, il était plutôt content, il s'est dit « tant mieux, je vais avoir de la compagnie ». Et puis il a commencé à remarquer l'agitation singulière, inhabituelle de son cheval. Son cheval faisait des petites ruades, comme ça. Et là, à mesure qu'il entendait ces voix qui ne cessaient de se rapprocher sans jamais arriver, il a compris ce qu'il était en train de lui arriver. Il a compris que ces personnes, ces choses qui étaient en train d'arriver, ce n'étaient pas des compagnons de chasse, c'était probablement des fantômes. Donc, il s'est protégé. Il raconte avec beaucoup d'humour à quel point il s'est passé sa nuit dans son abri de chasse, agrippé à son fusil, alors qu'évidemment un fusil n'a aucune espèce d'utilité dans ces cas-là, mais à se terrer pour échapper à l'influence néfaste des choses invisibles qui arrivaient. Pendant ce moment-là, toute la nuit, il entendait son cheval qui, de plus en plus, au fur et à mesure de la nuit, ruait, hennissait, bottait des deux sabots dans son abri. Comme si, un petit peu, ses réactions s'amplifiaient au fur et à mesure que les choses invisibles s'approchaient, et comme si aussi, son cheval, en lui évitant cette rencontre, lui avait épargné une très mauvaise expérience, qui peut maintenant raconter avec humour, parce que justement, il n'y a pas eu de catastrophe, quoi. Grâce à son cheval, grâce aux indices que son cheval lui a donnés et qu'il a su interpréter, il a pu se mettre à l'abri d'une rencontre fâcheuse. Il y a d'autres histoires qui circulent, et c'est même celle qui circule le plus souvent. Beaucoup d'éleveurs racontent quand ils ont dû faire des trajets entre deux yourtes, souvent au crépuscule, et ils se sont trouvés un petit peu à l'écart des campements, au moment où la nuit tombait, ce qu'on évite aussi de faire. Ils ont raconté que, inopinément, leur cheval s'était arrêté. Arrêté net. C'est-à-dire que le cheval galopait encore le moment précédent, et tout d'un coup, il s'est arrêté. Impossible de le faire bouger.
Alors, quand votre cheval s'arrête comme ça, en plein milieu de la steppe, c'est le signe assez sûr que vous êtes tombé sur un lieu hanté, en fait. Pile, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé là-dedans, il y a quelqu'un qui est mort d'une manière ou d'une autre, les éleveurs s'en préoccupent pas trop, mais ils savent que ces lieux, il faut les éviter pour sa santé, mais que aussi, quand on y arrive à cheval, en général, le cheval s'arrête net. Donc dans ces cas-là, si vous arrive ça, aucun cri, aucun coup de cravache pourra faire repartir votre cheval, vous pourrez le tirer, le pousser dans toutes les directions, rien n'y fera. La seule solution, m'ont dit unanimement les éleveurs, ceux à qui c'était arrivé aussi, la seule solution, en pareil cas, c'est de ne pas paniquer, de descendre de son cheval et d'uriner entre les pattes de l'animal. Alors, personne n'a pu me donner une explication pour ça, tout le monde me dit, je sais pas. Mais tout le monde a dit, ça marche, c'est sûr. Donc je vous le dis, si jamais ça vous arrive, enfin, il n'y a pas d'autre solution. Hein, et c'est quelque chose d'assez vital, parce que si vous restez dans un lieu hanté trop longtemps, forcément, il va vous arriver des choses désagréables. Mais alors pourquoi? Pourquoi uriner entre les pattes du cheval permet de le faire repartir? On peut tenter une explication. En tout cas, on ne peut pas ne pas penser que les Mongols sont des connaisseurs très fins de leurs animaux. Et que donc, il n'a pas pu échapper aux cavaliers mongols que les chevaux, ils ont cette particularité bizarre, pour faire leurs besoins, qu'ils peuvent tout à fait déféquer en marchant. Par contre, pour uriner, il faut s'arrêter. Il faut non seulement s'arrêter, mais il faut être détendu. Donc, on pourrait penser que uriner entre les pattes de son cheval, comme si lui-même urinait, c'est une manipulation psychologique habile de l'animal, qui permet, en mimant son propre comportement de détente, de lui faire retrouver son tonus musculaire. Et donc, de lui faire dépasser l'état de contraction, de le dététaniser, en fait. Donc, je ne sais pas si cette explication est valable, en tout cas, elle me semble plaisante, et encore une fois, ça marche. Mais ça attire l'attention sur la particularité, finalement, des techniques de dressage mongoles, qui, d'une part, comptent autant sur les facultés psychologiques, leurs effets physiologiques sur le corps du cheval, donc qui comptent autant sur les capacités psychologiques de l'animal que juste sur sa capacité à répondre à des commandes. Hein. L'éleveur est capable de se mettre à la place du cheval et physiologiquement de susciter des réactions à travers des manipulations, comme ça. Mais c'est aussi une technologie de dressage, donc, qui ne se fonde pas seulement sur la part visible du monde. Et c'est ça qui me semble intéressant dans le rapport des Mongols à leurs chevaux, c'est que leur technologie de dressage, de relation avec ces animaux, prend en compte les différentes perspectives qui existent sur le monde et les différentes perceptions qu'on peut en faire. C'est une technologie de dressage qui prend appui aussi sur ce que le cheval ressent et sur ce qui échappe presque tout le temps à la vue de son cavalier. Je vous remercie. Alors, je serais très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Et pour ça, il y a un micro qui circule que vous pouvez demander. Il y a une question au premier rang, je crois. Bonjour, je voudrais savoir si ce que vous avez raconté est écrit quelque part. Oui. C'est disponible en ligne. Si vous cherchez avec mon nom le cheval, Mongolie, uriner entre les pattes. Vous tomberez sur des trucs bizarres, mais sans doute aussi sur ce papier. Vous avez été en Mongolie ? Oui, plusieurs fois. J'ai fait du cheval aussi. Mais je me suis rendu compte à quel point je faisais mal du cheval. C'est-à-dire que j'ai été éduqué aux techniques de dressage à l'allemande, je crois. Je crois que c'est le dressage allemand qu'on a pris comme modèle en France. Bon, je me débrouillais pas plus mal qu'un autre cavalier en
en Europe. Mais je me suis rendu compte que les chevaux n'avaient pas du tout les mêmes attentes vis-à-vis de leurs cavaliers en Mongolie, et que les cavaliers les laissaient tranquilles beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que moi, j'étais très dirigiste. C'est-à-dire que je considérais mon cheval comme une espèce de voiture animale, quoi. Une espèce de voiture organique, avec un volant, et il faut lui demander tout le temps quand accélérer, quand ralentir. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'avance pas aussi vite que les autres. Alors que je suis beaucoup plus actif sur mon cheval, on m'avait appris à être toujours actif, à avoir une monte active. Et les Mongols, la plupart du temps, ils tiennent les rênes très larges, ils ont des étriers beaucoup trop courts pour pouvoir donner des commandes de talon efficaces, et ils commandent à la voix la plupart du temps. Donc pour dire à votre cheval d'avancer, en général, il vaut mieux faire tchou que donner un coup de talon. Alors moi, j'avais beau faire tchou, 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 tchou. Je ressemblais plus à un train qu'autre chose, et ça faisait pas beaucoup avancer mon cheval. Parce que finalement, le cheval, en Mongolie, apparemment, j'ai jamais réussi à lâcher prise complètement sur ma monture, mais apparemment, il sait à peu près ce que le cavalier veut, quoi. Donc il sait dans quelle direction aller, et si vous lui donnez trop de commandes à la fois, finalement, ça lui brouille la perception dont il a besoin pour avancer correctement. Donc je pense que j'étais tout le temps en train, avec mes commandes répétées, de faire obstacle à ce qu'il avait l'habitude de faire normalement très bien tout seul, quoi. D'ailleurs, bon, y a cette image qui est fantastique, hein, qui est, quand vous passez un petit peu de temps à la campagne en Mongolie, vous verrez au moins une fois quelqu'un qui rentre complètement ivre-mort d'un campement, d'une fête, d'un mariage par exemple, et qui se fait ramener par son cheval à la maison. Et à ce moment-là, c'est très impressionnant, parce que non seulement le cavalier fait rien, mais en plus il fait tout pour déstabiliser son cheval. Donc on voit le cavalier se pencher d'un côté, le cheval qui essaye de rattraper de l'autre, le cavalier qui se... Et on arrive aussi, quelquefois, ça arrive de voir quelqu'un qui est allongé dans la steppe, parce que finalement le cheval n'a pas réussi à le maintenir en équilibre, et le cheval qui attend tranquillement que son maître dessoule, quoi, en paissant. C'est une très belle relation qui unit le maître à son cheval. Les cavaliers connaissent leurs chevaux, mais les chevaux connaissent très bien aussi leurs cavaliers et savent quand ils reviennent de telle yourte qu'ils vont devoir prendre tel chemin, ou que ça va être plus dur que d'autres chemins, parce que c'est la yourte où habite son ami, où il a l'habitude. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on vous entende. Ce serait... Ah oui, c'est une très belle anecdote. Et le cheval, il tremblait, il huait, non, du tout. Il était content. Il reste encore, je crois, 10 minutes. Hein, Excusez-moi. Ouais, je voulais vous demander si ces phénomènes se retrouvaient dans les villes de Mongolie. Dans les villes, malheureusement, elles sont mal adaptées à la circulation à cheval. Il y en a quand même des chevaux. Donc il y a des fantômes dans les villes aussi, mais il y en a, c'est d'autres types de fantômes. En général, il y a des maisons hantées, mais justement, donc ça pose pas trop de problèmes aux chevaux, et j'ai pas entendu d'histoire de maisons hantées détectées en ville grâce à des chevaux. Non, en ville, j'ai pas entendu de dispositifs comme ça, liés à des chevaux. Je me demandais si j'allais vous raconter mes histoires de fantômes à la ville, mais je pense que je vais vous épargner. Il y a surtout des fantômes chinois à Ulaanbaatar. Et bon, les chevaux sont peut-être utiles pour détecter les fantômes chinois, mais c'est pas... J'ai rien entendu à ce sujet. Oui, moi je voudrais savoir si, puisque dans la steppe, les Mongols ne sont pas qu'avec des chevaux, c'est que ces phénomènes que vous avez signalés là, est-ce que dans les comportements de l'ensemble des troupeaux, il y a des phénomènes semblables? S'il y a d'autres animaux qui sont éventuellement sensibles à la présence de l'invisible? Je ne vous vois pas en fait. Oui, ou si cette possibilité induit aussi à des comportements semblables chez les humains. Je suis désolé, j'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez la répéter? C'est de ma faute. Hein. Je sais pas. Bon, il n'y a pas que des chevaux dans la steppe, il y a l'ensemble des troupeaux. Alors, est-ce que ces phénomènes seraient ressentis par
par d'autres animaux. Voilà. Alors, et est-ce qu'il engendrerait des comportements, bon, dans la nuit par exemple, si on entend le troupeau qui s'agite, est-ce que... Voilà. Alors, non, je ne crois pas. Je crois que le cheval est le seul à percevoir la présence de l'invisible. Les mouvements qu'on entend dans la nuit dans le troupeau indiquent plutôt des loups, en fait, que des fantômes. Et c'est très fréquent. On est très attentif au bruit de troupeau pendant la nuit parce que ça peut révéler une attaque de loup. Mais c'est que les chevaux au signe duquel on est attentif pour la présence de l'invisible. Et merci de votre question parce que ça me permet d'insister sur un point. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est seulement le cheval scellé qui est sensible à la présence des fantômes. C'est-à-dire que le cheval sans selle, en manade, justement, quand il est en liberté, on ne s'attend pas à ce qu'il soit sensible à la présence de l'invisible. Et même quand, dans des rituels, par exemple, on utilise le cheval comme capteur, comme, pour vérifier que, par exemple, quand on rappelle l'âme de quelqu'un, on met un cheval à proximité pour vérifier que l'âme est bien revenue. Hein. Si le cheval tressaille, ça veut dire que l'âme est revenue. Et dans ces cas-là, on le scelle, justement. On ne le laisse pas comme ça sans selle. Donc c'est précisément le cheval scellé qui est sensible à la présence de l'invisible. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on peut se demander pareil pourquoi. Les Mongols ne disent pas vraiment pourquoi, ils disent qu'ils ne savent pas. Mais on peut déduire finalement qu'un cheval scellé, c'est justement pas une bête de bétail comme les autres. C'est un être un petit peu en transformation. C'est un être ambigu, en tout cas. C'est le moins animal du bétail, si vous voulez. D'ailleurs, l'autre être qui est sensible à la présence de l'invisible, c'est le nourrisson. Et le nourrisson, c'est le moins humain des humains. Donc, de la même manière que le cheval scellé, c'est le moins animal du bétail, le nourrisson, c'est le moins humain des humains. On peut aussi penser, et c'est une idée que j'aime bien aussi, que la selle, c'est ce qui permet le branchement entre un corps humain et un corps animal. Et que finalement, la chair sensible de l'animal, celle qui perçoit l'invisible, c'est pas seulement la chair du cheval, c'est la conjonction entre une chair humaine et une chair d'animal. Mais encore une fois, ce sont des spéculations, pour le coup. Mais ce qui est un fait, c'est que seul le cheval scellé peut percevoir l'invisible. Y a-t-il des rituels pour apaiser les esprits? Alors oui, tout à fait. Donc, si vous restez trop longtemps dans un endroit qui est hanté, vous risquez donc le genre de choc électrique qui peut faire partir votre âme et vous conduire à la mort ou à la folie très rapidement. On ne vaut pas très cher sans notre âme, en fait, selon les Mongols. C'est une idée qui est assez facile à comprendre, finalement. On est pris d'une espèce d'apathie, en fait, quand on a perdu son âme. Et si, au bout de quelques jours, on n'a pas un rituel qui vise à faire rappeler, n'importe quel devin local sait rappeler une âme, c'est pas facile, mais c'est tellement nécessaire et assez fréquent de faire le rituel que tout le monde a quelqu'un à côté de chez lui qui sait le faire. Donc c'est la chose néfaste principale qui peut survenir si vous rentrez en contact avec un invisible. Pour le coup, qu'il soit âme, fantôme, esprit, peu importe. Et c'est assez intéressant que ça importe peu aux Mongols. C'est qu'ils ne sont pas très curieux de l'origine ou de l'identité exacte de ces choses qui hantent des lieux de la steppe. Ils l'évitent. Ils l'évitent absolument. Donc, on ne va pas aller les apaiser non plus. Là où, éventuellement, il s'agirait de faire des rituels, c'est quand l'âme vient vous voir, vous. Quand, par exemple, vous êtes dans votre yourte la nuit, donc là, ça n'a plus rien à voir avec les chevaux, quand vous êtes dans votre yourte la nuit et que vous commencez à vous faire réveiller par des choses bizarres, ou que plusieurs signes, des sensations que vous avez, ou des signes autour de votre maison, vous font comprendre qu'une âme cherche à vous contacter. Là, c'est important de savoir qui elle est, et c'est important, effectivement, de l'apaiser. Parce qu'elle ne va pas vous lâcher, sinon vous aurez beau être nomade, changer de campement, elle vous suivra sur les différents campements. Donc, pour l'apaiser, il faut lui donner à manger, entre autres lui donner des choses qu'elle aime bien, la satisfaire, en fait. Vous avez un petit peu la même technique pour rappeler votre âme.
Si on rappelle l'âme de quelqu'un, on va essayer de l'amener vers la yourte et vers son propriétaire grâce à des choses qu'elle apprécie. Donc des beaux tissus, de la bonne nourriture, des bonbons, et des choses qui vont exciter son appétit, en fait. Là, pas pour la satisfaire, mais pour l'attirer quelque part. L'âme d'un fantôme qui vient vous voir et qui vous hante, vous, personnellement, il faut la satisfaire. Merci Grégory pour ton intervention. Tu nous as parlé d'un dispositif. Je me demandais comment ça se passait pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes cavalières? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes? J'ai du mal à parler, si je ne sais pas. Oui. Il y a des femmes cavalières, tout à fait. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Il y a un chroniqueur médiéval qui voyageait en Mongolie au XIIIe siècle et qui s'étonnait du fait que les femmes étaient aussi bonnes cavalières que les hommes. Donc il n'y a pas du tout de différence de sexe. Les femmes montent différemment. Elles tendent à monter en Amazone, mais pas toutes. Et elles rechignent pas du tout à faire de longues distances à cheval. Par contre, elles auront plus de problèmes à faire repartir un cheval qui s'est arrêté dans la steppe, pour des raisons évidentes. Donc il vaut mieux pas qu'elles se retrouvent dans cette situation. Alors, la selle est faite de bois, de cuir et d'argent, pour les meilleurs. Donc, pas beaucoup de rembourrage, ce qui est une torture quand on a appris à monter à l'allemande. Le trou enlevé, entre autres, ça marche très mal. Donc les Mongols, ils ont deux manières de monter, finalement. Soit ils collent à la selle, et il n'y a pas du tout de frottement, soit ils sont en suspension, donc debout sur leurs étriers. La plupart du temps, quand ils vont au grand galop, c'est debout sur leurs étriers. J'ai essayé de faire ça, c'était un peu ridicule, j'ai pas réussi du tout. C'est assez dur en fait de tenir au galop sur les chevaux mongols qui sont vifs et qui changent beaucoup de direction. On a l'impression, parce qu'ils le font avec une facilité déconcertante, mais on a l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. J'ai encore le temps pour une question, je crois, je surveille le temps, je crois qu'on a encore 2 minutes. Bonjour. Oui. Je voulais savoir en fait si les esprits sont toujours mauvais, et dans ce cas-là, le cheval serait une sorte de bouclier, ou si les Mongols vivent avec eux, qu'ils soient bons ou mauvais, et si le cheval est alors un lien vers eux. J'ai pas entendu le rapport avec le cheval, mais j'ai entendu le début de la question, si les esprits sont bons ou mauvais, je réponds à ça. Mais par contre, le rapport avec le cheval, si le cheval, du coup, est... Si dans ce cas-là, s'ils sont toujours mauvais, ça serait une sorte de bouclier. Ah, de bouclier, merci. Ouais, alors, c'est un bouclier, mais pas parce que les esprits sont mauvais. Les esprits sont néfastes sans être mauvais. Donc, par exemple, les âmes qui recherchent votre compagnie, et les esprits, les fantômes, d'une manière générale, sont des êtres qui souffrent d'une solitude maladive, en fait. C'est des êtres qui errent et qui souffrent de solitude. Donc, ils veulent vous attirer dans leur sociabilité. Sociabilité qui, pour vous, ne peut être que néfaste. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est par besoin, en fait, intrinsèque, de compagnie. Donc, ces fantômes-là, justement, c'est ça qui est ironique avec l'histoire de Chasseur, c'est que lui pensait avoir de la compagnie, mais c'est lui qui va servir de compagnie aux esprits, et à ses dépens, en fait. Donc, c'est pas par méchanceté, mais c'est quand même tout à fait néfaste. Du coup, le cheval est un bouclier, et il sert à protéger, même si... voilà. Et pour les esprits, pour le coup, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que les esprits, eux, sont colériques, et on leur fait des rituels pour continuer de les satisfaire, sinon ils seraient en colère. Mais ils ne sont pas méchants, au contraire, ils sont plutôt bons. Quand on les satisfait et quand on leur fait des rituels réguliers, ils sont plutôt bons. Quand on les rencontre, il n'y a aucune différence entre les fantômes et les esprits. Par contre, quand il s'agit de faire des rituels à la montagne, là on ne fait pas de rituels aux fantômes, on fait beaucoup de rituels aux esprits. Je crois malheureusement qu'il faut s'arrêter. Je vous remercie beaucoup de vos questions et je vais laisser la place à la personne suivante.